Place au match des idées internationales ce soir, échange et analyse avec Anthony Bélanger et Nicolas Tenzer. On va parler Rwanda, on va parler Russie, on va parler Navalny, mais on va d'abord s'arrêter sur l'info du jour à l'étranger. C'est la mort du président tchadien Idriss Déby. Il serait décédé des suites de blessures après une opération militaire. Il dirigeait le pays depuis 30 ans. Il était l'allié indéfectible de la France au Sahel. C'est peut-être d'ailleurs un tournant géopolitique pour la région et même pour l'Europe dans sa lutte contre le djihadisme. On va aborder tout ça avec nos invités. D'abord les premiers éléments avec Flora Sauvage. À peine réélu dès le premier tour des élections pour un 6e mandat, le président tchadien Idriss Déby est mort ce mardi des suites de ses blessures au front. Il commandait son armée contre les rebelles dans le nord du Tchad lorsqu'il a été blessé dans les combats. C'est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien le décès ce mardi 20 avril 2021 du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, des suites de ses blessures au front. À 68 ans, ce militaire de carrière s'était emparé du pouvoir par les armes en 1990. Régulièrement accusé par les ONG internationales de violer les droits humains, Idriss Déby était considéré comme un partenaire essentiel de la France dans sa lutte contre les djihadistes au Sahel. C'est un allié de confiance et qui a toujours apporté, notamment à travers l'opération Barkhane, qui est une opération difficile, compliquée, vous le savez bien, et on a eu souvent l'occasion de s'exprimer sur ce sujet. C'est un allié de poids qui va nous manquer. C'est une difficulté supplémentaire, en tous les cas, qui se présente à nous. Dans un communiqué, l'Élysée déplore la perte d'un ami courageux et insiste sur la nécessité d'une transition pacifique et rapide. L'Assemblée nationale et le gouvernement ont été dissous en attendant des élections libres et démocratiques qui seront organisées à l'issue d'une période de transition de 18 mois. D'ici là, c'est le fils du chef de l'État défunt qui dirigera le pays. Et avec nous pour en parler ce soir dans ce match des idées, Nicolas Tenzer, bienvenue. Vous êtes président du Centre d'études et de réflexion pour l'action politique, directeur de la revue Le Banquet, spécialiste des questions stratégiques et internationales et enseignant à Sciences Po. Anthony Bélanger face à vous, bienvenue, journaliste et chroniqueur éditorialiste international à France Inter. La France perd un ami courageux, c'est la réaction de l'Élysée qui a d'ailleurs un petit peu tardé après l'annonce de la mort d'Idriss Déby. Anthony Bélanger, c'est un ami mais plus que ça, non ? Bah oui, c'est le dictateur de la République. Enfin, dans ce coin-là, on ne peut pas dire les choses autrement. Il est installé depuis 30 ans au pouvoir, il a été maintenu à bout de bras plusieurs fois au pouvoir par le gouvernement français, qui est intervenu même directement. Il y a des soldats français installés aux alentours de N'Djamena, et même l'état-major de Barkhane. Il n'y a pas de soldats de Barkhane. Hein. Il n'y a pas de force spéciale ou de force qui décolle depuis le Tchad pour aller bombarder ou intervenir. Non, c'est l'état-major qui se trouve là, ce qui est quand même déjà important. Non, c'est vraiment l'allié indispensable. Alors certains vous diront, on dit beaucoup, l'armée tchadienne, c'est énorme, hein, cette armée absolument extraordinaire, mais c'est vrai. C'est ce que j'ai lu aussi, l'une des meilleures d'Afrique. C'est une des meilleures d'Afrique, c'est une de celles qui intervient le plus fréquemment, c'est une de celles aussi qui s'est le plus battue, c'est-à-dire qui a le plus d'expérience. Mais par contre, je pense qu'on fait une petite confusion entre la garde présidentielle, qui est une garde prétorienne autour du président, et l'armée tchadienne elle-même, qui souffre par ailleurs des mêmes maux que le reste des armées africaines de la région. C'est-à-dire qu'elle est quand même beaucoup moins bien équipée que l'armée présidentielle, que la garde présidentielle. Elle est aussi, il y a en son sein des divisions qui recoupent des divisions ethniques et des divisions territoriales. Il y a aussi des jeunes militaires au sein de l'armée tchadienne qui se posent des questions et qui s'en sont posées tout le long, notamment du processus électoral qui a conduit à la réélection, entre guillemets, d'Idriss Déby, c'était il y a quelques jours. Oui, on ne peut pas parler de réélection, la renomination, la réinstitution d'Idriss Déby. Donc, c'est pour ça que ça me conduit à dire que la solution qu'on écoute ce soir ne sera pas celle, je peux vous l'assurer, de l'avenir du Tchad. Non, je ne pense pas que le fils du président Déby, M. Mahamat Idriss Déby, 37 ans, succédera à son père. Ça n'existe pas, les dynasties en Afrique. Et cette espèce de junte qui a été mise rapidement à la tête d'N'Djamena, à la tête du pays, à mon avis, ne devrait pas faire long feu. Alors, c'est une prévision. Encore une fois, les prévisions en Afrique sont toujours battues par la réalité. Ça dépend aussi de l'intervention de la France et de sa volonté d'intervenir. Ce qui est sûr, c'est que la France se trouve dans un embarras maximum. Oui, c'est ce que j'allais dire. Hein. C'est quand même un décès qui déstabilise profondément la France. On a eu la réaction de l'Élysée, on a eu la réaction du ministère des Armées. Paris perd un allié essentiel dans la lutte
contre le terrorisme au Sahel. Et on a évidemment l'inquiétude de Jean-Yves Le Drian. Paris appelle à une transition d'une durée limitée. Oui, c'est facile de le dire. Maintenant, encore une fois, je ne vois pas comment la France pourrait être faiseuse de roi dans cette région, sur qui elle va s'appuyer. Elle doit reprendre un certain nombre de contacts, voir qu'il y a derrière. Il y a quand même des influences étrangères, évidemment, extrêmement importantes dans la région et jusque auprès des proches de l'ancien président. Et puis, donc il y a quand même... c'est un facteur déstabilisant, il y a d'abord un facteur déstabilisant en raison quand même de ce qui a conduit à la mort d'Idriss Déby. C'était quand même, je dirais, une attaque de forces rebelles qui était extrêmement puissante, forte au point effectivement que le président s'y soit engagé, ça c'est une réalité. Et ça veut dire aussi que quand même c'est un pays qui est aussi menacé, qu'il est toujours depuis longtemps d'ailleurs, par des mouvements de rébellion qu'il est quand même très difficile de contrôler. Là effectivement il y a eu, au-delà de la mort d'Idriss Déby, il y a eu un succès militaire des forces tchadiennes, un certain nombre de rebelles ont été arrêtés, d'autres ont été faits prisonniers, etc. Ça c'est très bien, mais quand même je veux dire il faut s'interroger sur la situation durable de ce pays, sur ses conditions de sécurité, alors même que c'est un élément clé dans le dispositif Barkhane. Alors, ce qui est très intéressant, quand on regarde un petit peu la région, la sous-région, c'est qu'en fait, il y a probablement une lutte de puissance étrangère dans le coin. C'est-à-dire que quand on regarde un petit peu ce qui se passe, on voit qu'en Centrafrique, pays frontalier avec le Tchad, autour du président s'est constitué une espèce de camarilla pro-russe, et notamment avec l'intervention de Wagner. On voit que les troupes qui ont attaqué au nord de la Libye, donc ces fameuses troupes qui ont eu raison d'Idriss Déby, ont elles aussi été entraînées par Wagner, et donc on voit la main de la Russie derrière, mais pas seulement la main, par Wagner et les troupes du général Haftar, ce qui est quand même un comble quand on sait que le général Haftar est par ailleurs soutenu par les Français, enfin en partie. On voit au Mali une junte qui a pris le pouvoir et qui elle aussi a des liens privilégiés avec la Russie. Deux de ses principaux putschistes revenaient de Moscou, ou du moins sont allés expliquer à Moscou ce qu'il faisait. Donc on voit bien qu'il y a là une lutte de puissance moyenne. D'un côté la Russie qui essaye grosso modo par des coups de récupérer l'influence qu'elle avait perdue dans la région, et si possible de saper l'influence française, et qui y parvient très bien. Et de l'autre côté la France qui est embourbée depuis 8 ans dans une guerre qu'elle n'a pas forcément voulu, qu'elle essaye de suivre et qu'elle ne maîtrise plus. Elle a son principal allié, le Tchad, qui est en train de s'effriter, en tout cas... et qui vient de perdre son président. Elle a le Mali avec une junte au pouvoir, une transition politique dont on peut en tout cas en partie penser qu'une des promesses est de discuter avec une partie des djihadistes, ce que ne veulent surtout pas les Français. Il ne reste plus que la Mauritanie au fond. Parce qu'on l'oublie toujours, la Mauritanie est l'autre pilier militaire solide de la région et qui fait partie du G5. Est-ce que la mort d'Idriss Déby ne pose pas question? Est-ce que les circonstances de son décès, est-ce qu'on peut imaginer que ce soit une sorte d'assassinat commandité, un attentat? Non, je ne le crois pas. Non, là je pense qu'effectivement ce serait donné dans le complotisme de penser effectivement qu'il aurait été assassiné par c'est très bien de le dire. Voilà, je pense qu'il faut le dire de manière très claire. Encore une fois, c'était un combattant, il y est allé lui-même, voilà, et puis dans ce genre de choses, il n'est d'ailleurs pas le seul à être mort, il y a 4 de ces généraux qui sont morts aussi dans cette action. Donc ça ne vous pose pas question. Et donc voilà, mais je plus sois tout à fait ce que dit Anthony Bélanger, c'est-à-dire qu'on a effectivement des actions de déstabilisation non seulement par des groupes rebelles contre les gouvernements en place, mais cette déstabilisation de puissances étrangères, et je pense qu'on va revenir sur l'Ukraine tout à l'heure, mais que en même cela montre quand même bien l'action offensive du Kremlin contre un certain nombre de positions occidentales, françaises notamment en Afrique, mais occidentales de manière générale. Et je pense que là-dessus, il y a un vrai sujet quand même d'ordre politique sur lequel il est très important que la France, et si possible l'UE, qui est quand même assez silencieuse dans cette affaire, s'exprime de manière claire, et il y a un coup d'arrêt à marquer. Sachant, encore une fois, que ceux qui sont quand même assez absents dans cette région et sur lesquels on devrait pouvoir compter un peu plus, alors on en bénéficie pour certains dispositifs de renseignement, ce sont quand même les Américains qui semblent quand même se désintéresser fortement. Et je pense que ça, c'est un véritable problème. Je pense que ça fait partie des discussions que nous devons avoir avec le président Biden de manière tout à fait claire. On a besoin d'eux. Objectivement, c'est très important ce que vous venez de dire, parce qu'il y a vraiment une opération russe pour qui les États-Unis ils jouent pas dans la même catégorie que les États-Unis. Par contre, ils jouent dans la même catégorie que la France. L'armée russe
dans sa capacité d'intervention, dans son équipement, c'est l'armée française. En termes de budget, en termes de capacité d'intervention, au fond, ça correspond en Europe à l'armée française. L'armée russe a un porte-avions, la France a un porte-avions. L'armée russe a une capacité de projection de 5 à 10 000 hommes, la France a une capacité de projection de 5 à 10 000 hommes. Donc on est à peu près dans les mêmes. Et donc ce que fait Vladimir Poutine, puisqu'en ce moment il a été mis un peu au banc des nations, qu'il est en ce moment en plus... on y reviendra. Hein. Voilà. Il essaye au moins de pouvoir d'entamer des batailles qu'il peut gagner. Et là, c'est la bataille militaire qu'il peut gagner, c'est contre la seule armée européenne avec laquelle il est à égalité, l'armée française. Oui, ce qui montre, encore une fois, une volonté de déstabilisation. C'est pas une volonté de prise de pouvoir, d'investissement massif comme la Chine, par exemple, en Afrique. C'est tout à fait autre chose. C'est vraiment quelque chose qui n'a pas de futur, qui n'a pas d'avenir, mais c'est de la pure déstabilisation. C'est le chaos pour le chaos. Ça, il ne faut jamais l'oublier non plus. Et on reparle de la Russie dans un instant. Je voudrais d'abord qu'on aborde un sujet très sensible qui va être au cœur d'un déplacement d'Emmanuel Macron au Rwanda dans les prochains mois, en tout cas s'il est maintenu, et d'une rencontre à Paris en mai. C'est le génocide contre les Tutsis et la responsabilité de la France dans ces atrocités qui, je le rappelle, ont tué 1 million de personnes entre avril et juillet 1994. Si je résume un peu les choses, on a 2 récents rapports. L'un français qui parle d'un ensemble de responsabilités lourdes et accablantes de l'État français, mais pas de complicité de génocide. L'autre rwandais qui affirme aussi que la France porte une lourde responsabilité. On va en parler ensemble dans un instant sur ce plateau, mais je voudrais d'abord accueillir dans ce match des idées Dafrosa Gauthier. Bienvenue. Vous êtes cofondatrice du collectif des partis civils pour le Rwanda. Ça fait des années que vous traquez les génocidaires avec votre mari. Le fait que la responsabilité de la France commence à se dessiner de plus en plus clairement, est-ce que d'abord ça vous surprend ou pas ? Ça ne nous surprend pas au niveau des responsabilités, bien sûr, mais ce qui est surprenant, c'est que ça arrive au bout de 27 ans. C'est-à-dire que ça arrive bien trop tard par rapport aux preuves dont on disposait, dont vous disposiez peut-être vous déjà ? C'est-à-dire que nous, en ce qui concerne notre travail, qui est un travail de récolte d'informations, un travail d'enquête pour les besoins de la justice, évidemment, 27 ans, c'est trop. On a trop attendu, on a perdu beaucoup de temps. Pourquoi ça arrive si tard d'après vous ? Parce que le rapport rwandais montre comment la justice française aurait cherché à retarder certaines procédures et à dissimuler la vérité. Vous partagez cette thèse ? Oui, je pense, oui. Il faut dire que depuis 25 ans, depuis 27 ans, l'ambiance entre les 2 pays est quand même pourrie. Les relations étaient, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, étaient tendues. On était dans un face-à-face. Voilà, on était... oui, on peut dire des ennemis pratiquement. Cette responsabilité de la France, comment vous la définiriez, comment vous la qualifieriez ? Est-ce que vous iriez jusqu'à parler de complicité ou pas, vous ? Nous, oui, clairement. Tout d'abord, nous, on n'apprend rien, en fait. Dans les 2 rapports, les faits qui sont relatés, c'est tout ce qu'on a toujours dit, c'est toujours tout ce qu'on a dénoncé pour la plupart des faits. Mais ceci étant, voilà, ça veut c'est dire des faits. Ouais. Ça veut dire que vous attendez des excuses officielles de la France. On sait qu'Emmanuel Macron devrait se rendre au Rwanda. On ne sait pas exactement quand, mais a priori, c'est un déplacement qu'il compte maintenir. Est-ce que pour vous, il doit présenter les excuses de l'État français ou pas ? Alors là, moi, ça ne dépend absolument pas de moi. Monsieur le Président, je crois qu'il fera ce qu'il pourra ou ce qu'il voudra. Nous, tout simplement, ce qu'on demande, c'est une réparation par rapport à la justice. C'est le seul cadeau qu'on peut nous offrir, c'est cette réparation par rapport à la justice que nous demandons depuis tant d'années. Mais ceci étant, si Monsieur le Président veut présenter des excuses aux Rwandais, c'est tout à son honneur. Mais ce ne serait pas une priorité pour vous. On va continuer d'en discuter en plateau, Dafrosa Gauthier, et évidemment, je reviendrai vers vous pour vous faire réagir à ce qui est dit en plateau. Ces rapports sont quand même majeurs, alors ils arrivent tard, mais ils semblent montrer une responsabilité... Alors, écoutez, moi je commence à être assez âgé. Je commence juste, mais je commence à être assez âgé. Mais non. Pour avoir suivi l'affaire depuis 25 ans, et pour savoir que rapport après rapport,
tous se rapprochent petit à petit de la ligne rouge tracée par la camarilla autour du président de la République française de l'époque, François Mitterrand, aussi bien militaire que civil d'ailleurs, c'est-à-dire la complicité de génocide. Ils ont utilisé absolument toutes les méthodes pour essayer de s'en tirer, y compris le mensonge. C'est le fameux double génocide dont on se rend compte aujourd'hui que c'est un mensonge. Le mensonge, l'évitement, la non-déclassification, et encore aujourd'hui en partie des archives. Mais petit à petit, les rapports, les uns après les autres, se rapprochent de cette ligne rouge. Cette ligne rouge, on comprend très bien pourquoi elle existe. D'abord parce que beaucoup d'entre eux sont encore en vie et que ça signifie, c'est une qualification judiciaire. Ça peut se terminer, cette affaire, au tribunal pénal international. Parce que quand on est complice de génocide, on n'a pas besoin de prouver son intention ou l'intentionnalité. C'est-à-dire on n'est pas obligé, c'est-à-dire que de la même façon que quand vous vendez des armes à un terroriste, vous n'êtes pas obligé de savoir qu'il est terroriste. Par contre, vous êtes quand même complice de terrorisme. Et bien là, c'est pareil. Complice de génocide, ça ne veut pas dire que vous saviez forcément qu'un génocide allait être commis, mais par contre que vous en êtes complice parce que vous avez fourni les armes, parce que vous avez fourni les prétextes, parce que vous avez fourni... Parce que vous avez fermé les yeux ? Parce que vous n'avez pas fermé les yeux. Alors, ce que dit le rapport MUSE, qui est le rapport donc rwandais, est très intéressant parce qu'encore une fois, il se rapproche un peu plus, mais tranquillement, officiellement, de cette histoire de complicité de génocide. Il dit « La France a rendu possible un génocide prévisible ». Je ne sais pas comment dire les choses plus simplement. Donc, je pense qu'il m'en manque encore quelques-uns de ces rapports officiels qui viendront compléter la chose. Ces deux rapports sont faits pour quoi ? Ils sont faits pour que, justement, Emmanuel Macron puisse se rendre au Rwanda en ayant accompli un vrai travail officiel français qui, encore une fois, rapproche un peu plus la France. Alors je ne parle pas de la France, parce que la France et l'armée française, c'est autre chose. Mais au moins de cette camarilla qui existait autour d'un homme malade, qui était donc François Mitterrand à l'époque, et qui a court-circuité en grande partie, c'est ce que nous apprend d'ailleurs le rapport français, à la fois l'armée française et la police nationale, enfin bref, toutes les instances sur place et la diplomatie, pour pouvoir notamment, en partie, rapatrier par exemple les génocidaires. Je rappelle que Agatha Bieriman, qui est aujourd'hui réfugiée en France, elle vit toujours en France en ce moment. Or, elle est objectivement, elle pourrait faire l'objet effectivement d'une incrimination pénale. Elle est clairement liée à cette période génocidaire. Et qu'entre la France et la Belgique, il y a quand même beaucoup de ces génocidaires qui sont encore réfugiés dans nos deux pays. Sur ce sujet, est-ce que ça veut dire qu'Emmanuel Macron doit présenter des excuses lorsqu'il va se rendre ? Moi, je pense qu'effectivement, d'abord, il faut aller encore plus loin sur la vérité. Et je pense que la volonté du président français de déclassifier les autres archives, en tout cas de les rendre effectivement accessibles, celles qui n'ont pas été rendues publiques, je pense que c'est un devoir absolu, notamment celles auxquelles le président de l'Assemblée nationale a refusé accès à la commission nucléaire, ce qui est absolument incroyable, effectivement, et tout à fait anormal, et je pense que ça, il faut le savoir. Deuxièmement, on s'aperçoit qu'un certain nombre d'archives ont été détruites ou subtilisées, et ça, le rapport Duclerc le montre très bien, c'est tout à fait inacceptable, parce que c'est en quelque sorte une entrave, je dirais, non seulement à la vérité, mais peut-être potentiellement à la justice. Et ça, je pense que là-dessus, il peut y avoir vraiment des incriminations de ce type-là. Voilà. Troisièmement, en ce qui concerne effectivement la complicité, ce n'est évidemment pas moi d'en juger, ce sera le cas échéant à un tribunal, mais je pense qu'il y a un certain moment où il faudra que la justice soit saisie sur la base du rapport Duclerc, sur la base effectivement d'un certain nombre de manquements qui ont été observés. Enfin, quatrième remarque, ce qui est quand même très frappant quand on lit le rapport Duclerc, c'est de voir qu'un certain nombre de schémas mentaux, notamment de vision ethniciste, effectivement, de l'Afrique, était effectivement proposée. Et on retrouve ce même type de vision chez un certain nombre de pseudo-géopoliticiens encore vivants qui les utilisent encore réellement pour pousser des théories de finalement les deux parties sont responsables, il n'y a pas véritablement de crime, on ne savait pas. Et enfin, cinquième remarque dernièrement, c'est qu'il y a eu quand même un grand nombre d'alertes à ce moment-là, notamment d'un certain nombre de militaires et de diplomates, et on n'en a absolument pas tenu compte. C'est-à-dire qu'on a fermé les yeux sur un certain nombre de faits qui étaient des faits qui pouvaient être juridiquement et pénalement, plus exactement, qualifiés. D'Afroza Gauthier, un tout petit mot d'Afroza Gauthier. Je disais tout à l'heure que vous traquiez les génocidaires. On a une idée, vous avez une idée du nombre de personnes qui auraient été complices, coupables de crimes dans ce génocide et qui vivent en France aujourd'hui ? Alors, vous dire le nombre, c'est difficile, mais on sait qu'il y en a beaucoup. Mais il faudrait déjà commencer par les dossiers qui sont chez monsieur, madame le juge d'instruction.
On a une trentaine de dossiers aujourd'hui en cours d'instruction. Il faudrait déjà commencer par cela avant même de continuer sur les autres génocidaires éventuels qui sont ici en France. Et on sait qu'il y en a beaucoup. On vient de citer Madame Agathe Habyarimana. Il y a un monsieur très célèbre qui s'appelle le colonel Serubuga, qui est cité clairement dans le rapport du clerc plusieurs fois. Il est soupçonné d'avoir descendu l'avion, d'avoir participé à l'attentat du président Habyarimana. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Monsieur Serubuga, il est vieux, il a plus de 80 ans. Visiblement, il serait même malade. Donc, alors, qu'est-ce qu'on attend? Anthony Bélanger. Juste une petite chose. Il y a, je crois, sur votre site internet, sur le site de Public Sénat, un excellent reportage, un excellent documentaire qui s'appelle Retour à Kigali, qui est ou c'est peut-être sur celui d'Arte, enfin je ne sais pas, que je conseille à tout le monde, parce qu'il est absolument... Il pose exactement le débat. Il pose le débat, les questions qu'il pose sont des questions d'aujourd'hui, et notamment les questions que pose le rapport Muse, et sont posées dans un documentaire remarquable, qui est ce que la France a fait après, c'est-à-dire après le génocide, quand elle a en fait permis à une partie des génocidaires l'a-t-elle permis, l'a-t-elle autorisé à traverser les lignes, à traverser la frontière pour se réfugier à Goma, c'est-à-dire côté congolais, côté République démocratique du Congo. Comment, en fait, dans ce rapport Muse, on voit comment l'armée française a continué d'entretenir des rapports avec les génocidaires depuis Goma, comment elle a contrôlé éventuellement, même, ça c'est plutôt dans le documentaire qui s'est expliqué, elle a laissé débarquer des armes qui ont permis de continuer à réarmer. C'est-à-dire qu'il y a pas seulement une complicité avant la période du génocide, pendant la période génocidaire, et après. Mais il y a aussi après, et ça a duré pendant 20 ans. Oui, merci infiniment d'Afroza Gauthier d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir participé à ce match des idées pendant quelques minutes. On va aborder le troisième thème fort à l'international, messieurs, c'est la Russie. La Russie embarrassée par le cas Navalny. L'opposant numéro 1 à Poutine est dans un état de santé jugé préoccupant. Une commission de médecins l'aurait transféré vers une unité hospitalière pour les condamnés, mais l'un de ses proches dit que c'est faux, qu'il a été transféré dans un camp de concentration, ce sont ses mots. Un camp de concentration et de torture et non à l'hôpital. Son avocate dit qu'il ne reçoit pas d'aide médicale. Évidemment, toute l'Europe s'inquiète, la France s'inquiète et Angela Merkel s'est dit extrêmement préoccupée. Écoutez. Ces jours-ci, nous sommes extrêmement préoccupés par la situation d'Alexis Navalny et le gouvernement allemand, avec d'autres, travaille pour s'assurer qu'il reçoive les soins médicaux appropriés. Nous sommes très inquiets et essayons d'utiliser notre influence. Nicolas Tenzer, l'Allemagne et l'Europe, la France ont raison de s'inquiéter. Oui, ils ont raison de s'inquiéter parce que, bon, d'abord, il faut quand même rappeler les faits. C'est-à-dire, d'abord, c'est que le FSB, donc les services russes, ont d'abord essayé d'assassiner Navalny. Que deuxièmement, évidemment, ils l'ont tout de suite emprisonné dès son retour en Russie. Qu'il a été, évidemment, jugé de manière expéditive. On en avait parlé sur ce plateau. Et que, évidemment, il a été mis dans un camp de détention qui est un camp de détention qui n'est pas exactement, disons, une prison française. Ou une prison occidentale. C'est un endroit où avec de la maltraitance, une véritable torture psychologique. Il était réveillé toutes les heures. Enfin bon, ça il faut le rappeler. Bon, et donc aujourd'hui, il a entamé donc cette grève de la faim, enfin depuis quelques semaines maintenant, et évidemment pour protester. Peut-être que Poutine ne va pas le tuer finalement, mais mon inquiétude, c'est aussi peut-être quelque chose d'encore pire, de plus grave, de plus dramatique. C'est qu'on en fasse quelqu'un qui ne soit plus apte à parler, à communiquer, à ressentir, qu'on en fasse une forme, excusez-moi l'expression, une sorte de légume finalement, parce que ça, les services russes savent faire. Alors aujourd'hui, on a cette indignation, c'est très bien qu'il y ait cette indignation, mais il faut quand même rappeler que le régime est quand même coupable de plusieurs centaines de meurtres de journalistes, de dissidents, de défenseurs des droits de l'homme. Ça suffit un peu les inquiétudes et les indignations. Je veux dire qu'il y a derrière quand même une tradition de crime dans ce régime. D'abord un lien avec le crime organisé du régime Poutine lui-même, qui a été parfaitement exposé, documenté dès les années d'ailleurs de Poutine à Saint-Pétersbourg, avant qu'il devienne président. Que deuxièmement, il faut rappeler, la Russie a tué plus de civils syriens que même Daesh, donc des crimes de guerre massifs. Et aujourd'hui, on a un homme, effectivement, dont le pouvoir se moque complètement. Et je crois que c'est ça aussi qui est en cause. C'est une sorte de continuité. Et je pense que l'affaire Navalny, c'est pas une affaire comme ça qui survient sur une sorte de terrain vierge. C'est une affaire qui n'est jamais que le prolongement de 20 ans d'exercice dictatorial, mais aussi criminel, parce que c'est pas seulement dictatorial, c'est vraiment du crime dont il s'agit, de la part d'un président. Et on a fermé
les yeux. On n'a pas eu cette indignation. Peu de dirigeants occidentaux... On l'a eu, mais elle ne sert pas à grand-chose. Alors, peu de dirigeants occidentaux ont parlé des crimes de guerre de la Russie en Syrie, et je pense que ça aussi, c'est un problème. Alors on se réveille aujourd'hui, c'est beaucoup trop tard. Alors, d'abord, c'est pas... Vous avez tout à fait raison de le souligner. Je rappelle que la dernière chose un peu définitive qu'on a dit sur la Russie, c'est quand même Joe Biden qui l'a dit, Poutine est un tueur. Et c'est le cas. Je ne parle pas du tout à la légère. Le précédent opposant en chef de Vladimir Poutine, Boris Nemtsov, est mort sous les murs, sur la place rouge, à 2 pas du Kremlin, d'une balle dans la tête. Probablement armé par Ramzan Kadyrov. Donc vous pensez que Navalny pourrait finir par mourir ou vous redoutez... Il n'y a jamais eu autant d'opposants politiques en prison, même sous la période soviétique. Même à la période où Solzhenitsyn était en prison, enfin peut-être pas Solzhenitsyn, mais en tout cas... Mais alors à quoi sert la pression internationale? À quoi sert l'Europe dans cette affaire? Contrairement à vous, je pense par contre que l'Europe commence à réagir sérieusement. On a vu il y a très peu de temps, là, la Tchéquie expulsait 18 diplomates russes. On l'a surtout vu... Avec peu de solidarité, malgré tout, des autres pays européens, malheureusement. On va voir. Parce que c'est vrai que face à ces méthodes de tueurs, qui consistent grosso modo à poursuivre ses ennemis jusque dans les chiottes, comme il le disait lui-même, hein, c'est ce qu'il disait aussi, c'est ce qu'il disait des Tchétchènes. Il l'a fait notamment en Grande-Bretagne. Hein, je rappelle quand même l'affaire Skripal, où il a quand même quasiment mis en danger une ville entière, Salisbury, en répandant des traces avant Livinenko, en répandant des traces de Novichok, un poison immensément mortel, absolument partout. C'est une signature russe. Bon. D'accord, mais alors quelle efficacité? D'abord, première chose, donc là, il y a très peu de temps, il y a une semaine à peine, on a vu les Tchèques expulser 18 diplomates. On les a vus aussi exclure la Russie d'un énorme contrat nucléaire, de centrale nucléaire, où ils candidataient et où ils étaient presque près de l'emporter. Ça représente plusieurs milliards de dollars. Et ça commence là à être très embêtant. Il ne faut jamais oublier que contrairement à ce que raconte la Russie, on va se déporter vers l'Asie, on va vendre un peu plus de gaz à la Chine, notre allié c'est là. En fait, leur ça les affaiblit. client, c'est l'Europe. La Russie ne vend qu'une chose, du gaz, du pétrole, des armes et des matrioshkas. Donc, moi, je veux bien que vous achetiez des matrioshkas, mais c'est pas ça qui fait la fortune de la Russie. Le gaz, le pétrole, l'énergie est un moyen de pression maximum. Et la Tchéquie est-ce qu'on l'utilise? Petite nuance, tout à fait d'accord, hein, sur le constat, nous sommes entièrement d'accord. C'est que quand même, on voit les Allemands, y compris Mme Merkel l'a répété récemment, qui défend le projet de Nord Stream 2, qui est effectivement une menace pour l'Ukraine, qui est une menace pour la sécurité énergétique de l'Europe, dont l'Allemagne, en plus, n'a pas véritablement besoin. Ça, il faut aussi le souligner. J'allais vous dire, Angela Merkel, combien de mois? 3 mois, 4 mois. Oui, donc 4 mois, c'est terminé. Alors, si ce sont les Verts, c'est très bien, parce que les Verts ont une position très ferme. Voilà, Si c'est Laschet, le nouveau président de la CDU... Les Verts allemands ont une position très forte et sont en très haut dans les sondages. En tout cas, pardonnez-moi, mais le cas Navalny n'empêche pas la Russie aussi, et ça c'est un autre sujet diplomatique extrêmement fort, d'accumuler ses troupes, de les déployer. Et là, ça nous amène à l'Ukraine. Selon l'Union européenne, près de 100 000 soldats russes seraient postés à la frontière, déploiement plus massif qu'en 2014 lorsque la Russie avait envahi la Crimée. Attendez, si vous voulez, le problème de la Russie, c'est elle n'a pas beaucoup peur, la Russie, là. Non. Le problème de la Russie, c'est qu'elle n'a que des réponses tactiques et aucune réponse stratégique. Si elle avait des réponses stratégiques, elle soignerait ses clients. Elle ne perdrait pas des milliards de dollars de contrats, alors que même son économie est en capilotade en ce moment. Le rouble perd de sa valeur. La Russie ne récolte pas l'argent qu'elle devrait récolter avec ses exportations de gaz et de pétrole. Le pétrole recommence à être aux alentours de 40 $. Mais tout ça ne fonctionne pas, pardonnez-moi. Mais bien sûr que si ça fonctionne. La Russie, c'est ce qu'elle veut, là. Bien sûr que si ça fonctionne. Bien sûr que si ça fonctionne. D'abord, que fait Vladimir Poutine? Il se dépêche. Il a bientôt en face de lui un Joe Biden qui l'a traité de tueur. Et qui a expliqué à Poutine qu'il allait payer le prix de ses interventions aussi bien en Europe qu'aux États-Unis par le biais des hackers. Donc là, il accélère à cause de ça. Donc il accélère à cause de ça. On pourrait faire plus. Je suis d'accord, mais on pourrait faire beaucoup plus. Voyez par exemple la liste que proposait Vladimir Ashurkov, qui est le directeur exécutif de la Fondation anticorruption créée par Navalny. Il y avait 35 noms d'oligarques, de gens qui sont proches du pouvoir, qui doivent leur fortune uniquement à Poutine, qui ont des biens aux États-Unis, en France, en Europe, au Royaume-Uni, etc. Et là, on peut geler complètement leurs avoirs. Et pourquoi on le fait pas ? Les empêcher de venir. On peut parfaitement le faire. Pourquoi on le fait pas ?
Attendez, il faut encore quelques billes dans notre escarcelle. Voilà, mais je pense qu'il y a un moment où il faut aller jusqu'au bout, parce que là, ça veut dire que ce sont les principaux soutiens de Poutine, les pourvoyeurs d'argent, évidemment aussi au Kremlin, qui vont se trouver complètement asséchés. Et je pense qu'il y a un certain moment où il faut aller vraiment beaucoup plus loin. Il ne faut jamais négliger la courage et l'abnégation du peuple russe, pour lequel j'ai une admiration sans borne, capable de manifester par moins 25 degrés, même y compris pour soutenir. Et en risquant sa vie. Et il y a une manifestation qui est prévue en fait dans le 21. Je ne pense pas qu'elle puisse être, elle sera aussi importante parce que les forces de sécurité russes ont déjà prévenu qu'elle taperait dur. Mais il ne faut jamais oublier que les tsars en Russie finissent dans 2 cas sur 3, certainement pas morts dans leur lit, mais au bout d'une pique. Voilà. Alors, ce point est important. Je dirais juste une petite chose parce qu'elle est fondamentale. La Russie ne doit pas être résumée à Poutine. Exactement. La Russie n'est pas notre ennemi. Le régime meurtrier criminel de Poutine l'est. Oui. Et on s'arrêtera sur ces mots. Merci. Bravo. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Fin de cette émission. On se retrouve demain à 18h et à 22h30. En attendant, vous avez rendez-vous avec Bonjour chez vous dès 7h30 comme tous les jours. C'est Alexandre Poussard qui recevra notamment Christian Estrosi, maire LR de Nice et président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Je vous souhaite une excellente soirée sur Public Sénat.